Ces individus, poussés par leurs désirs insatiables, ont commis des actes odieux qui ont ébranlé la société, car ils ont non seulement assassiné leurs victimes, mais les ont aussi cannibalisées. Mais la justice a prévalu et ils ont dû faire face aux conséquences de leurs crimes horribles. Tout d'abord, nous avons le cas infâme de Jeffrey Dahmer, qui a terrorisé la nation avec ses meurtres cannibales. Préparez-vous à découvrir les détails choquants de ces crimes, les procès qui se sont déroulés et la sentence finale qui l'attendait. L'un des cannibales les plus tristement célèbres de l'histoire est Jeffrey Dahmer, dont le nom est devenu synonyme de dépravation. Entre 1978 et 1991, Dahmer a terrorisé la nation avec ses meurtres horribles. Ses victimes étaient principalement des jeunes hommes, qu'il attirait dans son appartement en leur promettant de l'argent ou des relations sexuelles. Une fois sur place, Dahmer les droguait, les étranglait à mort et se livrait à des actes de nécrophilie. Il démembrait ensuite leur corps, dont il gardait souvent des parties en guise de souvenirs macabres. La descente aux enfers de Dahmer a commencé à l'adolescence. Il a développé une fascination pour les os d'animaux et s'est replié sur lui-même. Cependant, ce n'est que lorsqu'il a commis son premier meurtre, à l'âge de 18 ans, que sa vraie nature a été révélée. Steven X, un autostoppeur de 18 ans, est devenu la première victime de Dahmer. Dahmer a attiré X chez ses parents, l'a saoulé, puis l'a matraqué à mort avec une barre d'haltère. Il a démembré le corps de X et a enterré les restes derrière la maison. Au cours des terribles années suivantes, les crimes de Dahmer ont gagné en brutalité et en fréquence. Il choisissait soigneusement ses victimes en marge de la société, ciblant souvent de jeunes hommes itinérants ou à la limite de la criminalité. Le mode opératoire de Dahmer consistait à attirer ses victimes dans son appartement, où il les droguait, les étranglait à mort et se livrait à des actes de nécrophilie. Il démembrait ensuite leur corps et en conservait des parties comme trophées grotesques. L'obsession de Dahmer pour le meurtre s'intensifie et il devient de plus en plus effronté dans ses actes. Il a tué 2 autres victimes dans la maison de sa grand-mère avant que celle-ci ne le force à déménager en 1988. Elle n'était pas au courant de ses crimes, mais en avait assez qu'il boive, qu'il ait tendance à amener des jeunes hommes chez elle et que des odeurs nauséabondes émanent parfois de son sous-sol. Les crimes de Dahmer ont continué à s'intensifier, car il cherchait à satisfaire ses désirs insatiables. Il a expérimenté des moyens chimiques pour se débarrasser de ses victimes et a même tenté de les lobotomiser. Ses actes sont devenus de plus en plus grotesques et inquiétants. L'un des actes les plus choquants de Dahmer a été sa tentative de créer un état de soumission permanent chez ses victimes. Il perce le crâne de sa 11e victime, Errol Lindsay, alors qu'il était encore en vie et lui a injecté de l'acide muriatique. Dahmer espérait ainsi rendre Lindsay définitivement soumis, mais ce dernier s'est réveillé pendant l'opération et a dit « J'ai mal à la tête, quelle heure est-il » Dahmer l'a alors étranglé à mort. Les détails choquants des crimes de Dahmer ont été révélés en 1991 lorsque l'une de ses victimes, Tracy Edwards, réussit à s'échapper et à interpeller les policiers. Lorsque les policiers sont arrivés à l'appartement de Dahmer, ils ont découvert une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Les photographies de corps démembrés, de têtes coupées et de diverses parties du corps stockées dans le réfrigérateur et le congélateur ont fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. L'horreur de la collection de preuves de Dahmer dépasse l'entendement. L'arrestation de Dahmer a marqué la fin de son règne de terreur, mais ce n'était que le début d'un parcours éprouvant à travers le système de justice pénale. Le procès qui a suivi a révélé la profondeur de sa dépravation et forcé la société à faire face à l'inimaginable. Le procès de Dahmer a été un véritable spectacle médiatique, avec des journalistes et des spectateurs impatients de voir le visage du mal. L'accusation a présenté un dossier convaincant, détaillant méticuleusement la nature macabre des crimes de Dahmer et la douleur infligée aux familles des victimes. La défense, quant à elle, a soutenu que les actes de Dahmer étaient le résultat de graves troubles mentaux. Le jury, confronté à la tâche ardue d'évaluer les preuves et la complexité de l'état mental de Dahmer, a finalement rendu son verdict. Dahmer a été reconnu coupable de 15 des 16 homicides qu'il a commis dans le Wisconsin. Le juge, reconnaissant la gravité des crimes de Dahmer, l'a condamné à 6 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Notre prochaine affaire s'est déroulée au tribunal régional de Rostov, où Andrei Romanovitch Chikatilo, également connu sous le nom de Boucher de Rostov, était jugé. Chikatilo était un célèbre tueur en série soviétique qui a choqué le monde par ses crimes odieux. Entre 1978 et 1990, Chikatilo a agressé sexuellement, assassiné et mutilé au moins 52 femmes et enfants, ce qui lui a valu les surnoms effrayants d'Éventreur de Rostov et d'Éventreur rouge. Préparez-vous à plonger dans l'histoire sombre et dérangeante d'Andrei Romanovitch Chikatilo, le cannibale qui a eu ce qu'il méritait dans la salle d'audience. Andrei Romanovitch Chikatilo, l'homme qui sera plus tard connu sous le nom de Boucher de Rostov, a eu une enfance marquée par la pauvreté, les privations et les horreurs de la guerre. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Chikatilo est né avec une hydrocéphalie,
une maladie qui a provoqué une accumulation d'eau dans son cerveau. Cette condition a entraîné des difficultés physiques et émotionnelles tout au long de sa vie, notamment des problèmes avec son appareil génito-urinaire et l'énurésie nocturne jusqu'à la fin de son adolescence. La vie familiale de Chikatilo a été encore plus perturbée par l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Le père de Chikatilo a été enrôlé dans la guerre contre l'Allemagne, mais il a été capturé et retenu prisonnier. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui, il a été vilipendé par ses compatriotes pour s'être laissé capturer. Les conséquences de la lâcheté de son père ont eu un impact profond sur Chikatilo. Il est devenu l'objet de brimades à l'école, ce qui l'a rendu douloureusement timide et l'a isolé socialement. En 1971, Chikatilo s'engage dans une nouvelle carrière d'instituteur. Cependant, sa carrière d'enseignant est entachée par une série de plaintes pour attentat à la pudeur sur de jeunes enfants. Contraint de changer d'école, il finit par trouver un poste dans une école minière à Shakhty, près de Rostov. Les difficultés de Chikatilo en matière de relations et de sexualité joueront plus tard un rôle important dans ses crimes. La vie de Chikatilo prend une tournure sombre, tout comme ses crimes. Entre 1978 et 1990, il s'est lancé dans une effroyable série de meurtres qui a terrorisé la Russie. Ses victimes, principalement des jeunes hommes, des femmes et des enfants, étaient attirés dans des endroits isolés à l'aide de diverses ruses. Une fois seul, Chikatilo les maîtrisait et les tuait, souvent à l'arme blanche. Mais ce n'était pas seulement le meurtre qui satisfaisait les désirs sadiques de Chikatilo. Il avait une obsession particulière pour la mutilation des orbites de ses victimes, souvent en les tailladant et en enlevant les globes oculaires. Dans certains cas, il s'est même livré à des actes de cannibalisme, consommant des organes sexuels ou d'autres parties du corps. L'enquête sur les crimes de Chikatilo a débuté en 1983, lorsque les autorités ont commencé à se rendre compte que les meurtres étaient l'œuvre d'un seul tueur en série. Toutefois, à l'époque, les tueurs en série étaient pratiquement inconnus en Union soviétique, et les preuves de ces crimes étaient parfois étouffées par les médias contrôlés par l'État. En 1985, Chikatilo a brièvement interrompu sa série de meurtres, ce qui a conduit certains à penser qu'il avait arrêté ou qu'il avait été incarcéré pour d'autres crimes. Cependant, il a repris ses meurtres en 1988, ciblant principalement de jeunes garçons et tuant souvent dans des lieux publics où le risque d'être découvert était plus élevé. Le nombre croissant de cadavres et le mode opératoire particulier du tueur ont finalement permis de comprendre qu'il s'agissait d'un tueur en série. L'enquête s'est concentrée sur la surveillance des gares et des arrêts de bus, car Chikatilo s'en prenait souvent aux fugueurs. La police a mis en place des opérations de surveillance massive et a interrogé de nombreux suspects. Cependant, les progrès sont lents et la véritable percée se produit lorsque Chikatilo est arrêté pour comportement suspect dans une gare routière en novembre 1990. Sous surveillance, Chikatilo a d'abord refusé d'avouer les meurtres. Cependant, le psychiatre Alexander Bukhanovsky, qui avait contribué à affiner le profil du tueur, a réussi à gagner sa confiance et à obtenir des aveux. Chikatilo a fourni de nombreux détails sur ses crimes, menant la police à des corps non découverts auparavant. Au total, Chikatilo a avoué les meurtres atroces de 56 victimes, bien que 53 seulement aient pu être vérifiés de manière indépendante. Les preuves contre lui étant accablantes, il a été déclaré sain d'esprit et apte à être jugé. La salle d'audience est devenue une scène où les familles des victimes de Chikatilo ont pu affronter l'homme qui leur avait enlevé leurs proches. Maintenu dans une cage de fer destinée à l'isoler des membres de sa famille, Chikatilo a eu un comportement allant de l'ennui à la folie tout au long du procès. Parfois, il chantait et parlait en charabia, faisant preuve d'une absence totale de remords pour ses crimes odieux. Le procès a duré des mois, d'avril à août 1992, et le verdict n'a été annoncé que le 15 octobre 1992. Dans une tournure d'événements choquante, Chikatilo a été reconnu coupable de 52 des 53 chefs d'accusation de meurtre. Les preuves contre lui étaient accablantes et le jury n'a eu aucun doute sur sa culpabilité. Il a été condamné à la peine de mort pour chacun des meurtres. La décision du juge reflète la gravité et la brutalité de ses crimes. Dans les sombres annales du crime authentique, peu de noms suscitent la peur et le dégoût, comme celui de Katherine Knight. Cette employée d'abattoir australienne est devenue tristement célèbre pour avoir commis un acte odieux qui a choqué le monde entier. Non seulement elle a brutalement assassiné son amant, John Charles Thomas Price, mais elle a également pris la décision macabre de cannibaliser ses restes. Prenez place à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud et plongez dans l'esprit tordu d'une tueuse cannibale. Dans la petite ville de Tenterfield, en Australie, le 24 octobre 1955, Catherine Mary Knight voit le jour. Dès le début, sa vie est marquée par une enfance brutale qui va faire d'elle le monstre qu'elle deviendra. Son père, Ken Knight, était un alcoolique violent qui faisait subir à sa mère des horreurs indicibles. Il l'agressait sexuellement plusieurs fois par jour, laissant Catherine témoin de ces terribles sévices.
Comme si la violence infligée à sa mère ne suffisait pas, Catherine a elle-même été victime d'agressions sexuelles de la part de plusieurs membres de sa famille. L'école n'était pas un refuge pour la jeune Catherine. Connue pour être une brute, elle terrorisait les enfants plus petits, exerçant sur eux un contrôle et une domination. Incapable de lire ou d'écrire, elle quitte l'école à l'âge de 15 ans et cherche un emploi dans une usine de vêtements. Mais c'est à l'abattoir que Catherine a trouvé sa véritable vocation. Découper les organes internes des animaux est devenu son métier de rêve. Au fil des ans, les tendances violentes de Catherine se sont manifestées dans ses relations. Au fur et à mesure que la vie de Catherine Knight s'enfonçait dans les ténèbres, elle s'est retrouvée empêtrée dans une série de relations toxiques qui n'ont fait qu'alimenter ses tendances violentes. Le début de la relation entre Catherine Knight et John Price semble se dérouler sans complications. Price avait 2 enfants plus âgés qui vivaient avec lui, et il semblait apprécier Catherine. Il gagnait suffisamment d'argent en tant que mineur pour lui assurer une vie confortable. Cependant, lorsque Catherine a suggéré qu'il se marie et que Price a refusé, des ténèbres ont commencé à l'envahir. Elle est devenue violente, accusant Price de vol et le faisant renvoyer de son travail. L'ancienne relation amoureuse s'est transformée en cauchemar. Conscient du danger qu'il courait, Price a pris une ordonnance restrictive à l'encontre de Catherine pour tenter de se protéger et de protéger ses enfants. Il s'est confié à ses collègues, exprimant sa crainte que s'il disparaissait, ce serait parce que Catherine l'avait tué. La nuit fatidique du 29 février 2000, John Charles Thomas Price est rentré chez lui après avoir travaillé, sans savoir que c'était sa dernière nuit sur Terre. Catherine a pris un couteau de boucher à côté de son lit, où elle les gardait toujours, et a lancé une attaque brutale contre Price pendant qu'il dormait. Elle l'a poignardé 37 fois dans un assaut frénétique qui l'a laissé sans défense face à sa rage sauvage. Bien qu'il se soit réveillé pendant l'attaque, Price n'a pas été en mesure de repousser son agresseur. Elle a traîné son corps sans vie au rez-de-chaussée, où elle l'a dépecé et pendu à un crochet dans le salon. L'horreur ne s'arrête pas là. Catherine a décapité Price et a commencé à découper son corps, préparant un plat macabre avec des légumes, avec l'intention de servir ses restes à ses propres enfants. Le matin venu, les collègues de Price s'inquiètent de ne pas le voir arriver au travail, déclenchant ainsi une série d'événements qui conduiront à la chute finale de Catherine. La police a été appelée au domicile de Catherine et a découvert une scène d'une horreur inimaginable. Le corps décapité de Price était suspendu à un crochet à viande, preuve grotesque de la dépravation de Catherine. La cuisine a révélé des détails encore plus horribles. La tête de Price bouillait dans une casserole de légumes et 2 assiettes sur la table, chacune étiquetée d'un nom. Catherine Knight, cependant, a été retrouvée dans le coma à côté du cadavre mutilé de sa victime. Lorsqu'elle a finalement repris conscience, elle a prétendu n'avoir aucun souvenir des événements qui s'étaient déroulés. Mais les preuves parlent d'elle-même et dressent un tableau accablant de sa culpabilité. En octobre 2001, son procès s'est ouvert et le monde entier a assisté à la mise à nu des détails de ses actes monstrueux. Mais le procès a pris une tournure inattendue. Pour des raisons qui restent obscures, Catherine Knight a changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité. Il s'agit d'une résolution rapide et inattendue d'un procès qui s'annonçait comme un voyage éprouvant dans les profondeurs de la dépravation humaine. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et le juge a ordonné que ses papiers portent la mention « ne jamais être libéré », ce qui témoigne de la gravité de ses crimes et du danger qu'elle représentait pour la société. La Crown Court de Londres est saisie de l'horrible affaire Stephen Griffiths, également connu sous le nom de cannibale à l'arbalète. Griffiths, étudiant en doctorat de criminologie, a fait régner la terreur dans les rues de Bradford, en Angleterre, en s'en prenant aux travailleurs du sexe et en commettant des actes de violence inqualifiables, dont le cannibalisme. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez les détails effrayants des crimes cannibales de Griffiths, le procès éprouvant qui s'en est suivi et la justice qui a finalement été rendue dans la salle d'audience. Dans la ville tranquille de Dewsbury, dans le Yorkshire, un jeune garçon nommé Stephen Sean Griffiths est né le 24 décembre 1969. Dès son plus jeune âge, Griffiths manifeste une fascination pour la violence qui préfigure la noirceur qu'il habite. Enfant, Griffiths a pris l'inquiétante habitude de torturer et de tuer des oiseaux. Lorsque Griffiths a atteint l'âge de 18 ans, ses tendances violentes se sont intensifiées. Il était devenu un voleur à l'étalage régulier, dérobant des articles sans remords. Mais c'est un incident survenu dans un supermarché qui a marqué un tournant dans sa vie. Au cours d'une de ses escapades à l'étalage, Griffiths s'est retrouvé face à un directeur de magasin. Dans un accès de rage, il a sorti un couteau et l'a tailladé, lui infligeant une profonde blessure. Cet acte de violence a conduit Griffiths derrière les barreaux, où il a purgé une peine de 3 ans pour son crime. C'est pendant son séjour en prison que la vraie nature de Griffiths a commencé à se révéler. En 1991, des professionnels de la psychiatrie ont diagnostiqué chez lui un psychopathe sadique et schizoïde. Ce diagnostic n'a pas surpris ceux qui le connaissaient,
car Griffiths avait souvent exprimé sa conviction qu'il deviendrait un jour un tueur. Malgré ce diagnostic et les signes avant-coureurs, Griffiths a été libéré de prison. Mais il n'a pas tardé à se retrouver à nouveau derrière les barreaux. En 1992, il a mis un couteau sous la gorge d'une jeune fille, renforçant ainsi ses tendances violentes. Au milieu des années 2000, Griffiths a décidé de poursuivre son intérêt pour les meurtres dans un cadre plus académique. Il s'est inscrit à un programme d'études supérieures sur les homicides à l'université de Bradford. Personne ne se doutait que Griffiths prendrait ses études au pied de la lettre. Au fur et à mesure que Griffiths approfondissait ses études, son intérêt pour les tueurs en série et leurs méthodes est devenu évident. Entre-temps, les voisins de Griffiths, dans l'immeuble de Bradford, où il vivait, ont commencé à remarquer son comportement de plus en plus erratique. Portant des cheveux gominés, des lunettes de soleil et un long manteau, on le voyait souvent promener ses lézards en laisse. Son apparence particulière lui a valu le surnom d'homme-lézard parmi les habitants. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui a fait froncer les sourcils. Griffiths s'est montré agressif envers certaines résidentes de l'immeuble, ce qui a suscité l'inquiétude de ses voisins. Des plaintes ont été déposées et les gestionnaires de l'immeuble ont commencé à recueillir des informations pour les transmettre à la police. Le comportement de Griffiths devenant de plus en plus inquiétant, les gestionnaires de l'immeuble ont décidé d'améliorer la couverture de vidéosurveillance dans l'immeuble. Ils étaient loin de se douter que cette décision jouerait un rôle crucial dans la fin du règne de terreur de Griffiths. Un jour, alors qu'il visionnait les images de vidéosurveillance, le gardien de l'immeuble a fait une découverte terrifiante. Les images montrent Griffiths traînant le corps sans vie d'une femme à l'intérieur de son immeuble. Il s'agit d'une preuve effrayante et accablante qui conduira finalement à l'arrestation de Griffiths. Au fur et à mesure que l'enquête sur Stephen Griffiths avançait, la véritable ampleur de sa dépravation commençait à apparaître. Les recherches effectuées dans le cadre de son doctorat sur les homicides dans les zones industrielles semblaient refléter les crimes qu'il commettait en s'attaquant aux femmes vulnérables du quartier chaud de Bradford. La première victime connue du cannibale de l'arbalète est Susan Rushworth, une travailleuse du sexe de 43 ans. En juin 2009, Susan a disparu après être descendue d'un bus à Bradford. Les détails de sa disparition sont rares et son corps n'a jamais été retrouvé. On pense que Griffiths a tué Susan avec une arbalète et qu'il a démembré son corps dans sa propre baignoire. Près d'un an s'est écoulé avant que Griffiths ne frappe à nouveau. Fin avril 2010, Shelley Armitage, une autre travailleuse du sexe, est devenue la prochaine cible du cannibale de l'arbalète. Fidèle à sa nature sadique, Griffiths a filmé le démembrement horrible de Shelley sur son téléphone portable. Il a ensuite utilisé les transports publics pour transporter des sacs poubelles remplis de ses restes jusqu'à la rivière Aire, située à proximité. Chose étonnante, Griffiths a perdu son téléphone peu de temps après, l'oubliant dans un train. Le téléphone, avec ces images horribles, a fini par tomber entre les mains de la police. La découverte de cette preuve s'est avérée cruciale pour traduire Griffiths en justice. En mai 2010, Griffiths a trouvé sa dernière victime, Susan Blamires. Susan, 36 ans, a été enlevée par Griffiths et retenue prisonnière dans son appartement pendant 2 jours. Dans une tentative désespérée pour retrouver sa liberté, Susan a réussi à s'échapper des griffes de Griffiths. Elle s'est enfuie de l'immeuble en courant, sa fuite désespérée ayant été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Mais sa liberté a été de courte durée. Griffiths, déterminé à garder le contrôle, a repris Susan et l'a assommée. Il récupère alors son arbalète et lui tire sans ménagement une balle dans la tête, mettant fin à sa vie dans un acte de violence brutale. Alors que Griffiths traînait le corps sans vie de Susan jusqu'à son appartement, il est passé devant une caméra de vidéosurveillance dans le couloir. Ne se laissant pas impressionner par la présence de la caméra, il a levé son majeur d'un air de défi, montrant ainsi avec effroi son absence de remords. C'est au cours de l'examen des images de vidéosurveillance du week-end que le gardien du complexe d'appartements a fait l'horrible découverte. Le concierge a assisté à la scène brutale de la capture de Susan et a immédiatement alerté les autorités. Les images ont fourni des preuves irréfutables des crimes commis par Griffiths, et la police n'a pas perdu de temps pour l'appréhender. Lorsque la police est arrivée à l'appartement de Griffiths pour l'arrêter, elle l'a trouvé étrangement calme et sans émotion. C'était comme s'il avait accepté son destin. Lors d'entretiens ultérieurs avec la police, Griffiths a fait des aveux choquants. Il a affirmé avoir tué beaucoup plus de femmes que les 3 victimes connues. Il s'est qualifié de cannibale de l'arbalète et a avoué de manière choquante avoir consommé des parties de ses victimes, tantôt crues, tantôt cuites. Les affirmations de Griffiths concernant d'autres victimes ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Et, pendant un certain temps, il est devenu un suspect dans l'affaire non résolue de Rebecca Hall, une jeune femme de 19 ans, qui avait été tuée et abandonnée dans une ruelle en 2001. Cependant, aucune preuve définitive n'a été trouvée pour relier Griffiths à ce crime, et il est resté très discret sur les autres atrocités qu'il aurait pu commettre. Le 21 décembre 2010, Griffiths a plaidé coupable des meurtres de Susan Rushworth, Shelley Armitage et Susan Blamires.
Le juge Openshaw a décrit les circonstances de ces meurtres comme étant méchantes et monstrueuses. Griffiths a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Notre dernière affaire se déroule dans un tribunal de Francfort où Armin Meiwes, un ancien technicien en réparation d'ordinateurs, est sur le point d'être condamné. Meiwes a attiré l'attention internationale pour ses crimes odieux impliquant le meurtre et la consommation d'une victime volontaire. Préparez-vous à découvrir les détails incroyables de ces crimes, le procès captivant qui s'en est suivi et la sentence qu'il a finalement reçue. Dans la paisible ville de Rothenburg, en Allemagne, se déroule une histoire sinistre qui va bouleverser le monde. Tout a commencé avec un homme nommé Armin Meiwes, un ancien technicien en réparation d'ordinateurs animé d'un désir sombre et tordu. Armin Meiwes n'était pas un individu ordinaire. Il nourrissait le désir insatiable de consommer de la chair humaine, un désir qui allait le conduire sur un chemin d'une horreur inimaginable. Né le 1er décembre 1961, Armin Meiwes a grandi dans une famille désunie. Son père l'a abandonné à un jeune âge, laissant sa mère, Waltrude Meiwes, l'élever. Cet abandon a eu un impact profond sur Armin, entraînant des sentiments de solitude et une fascination pour le macabre. Enfant, Armin trouve du réconfort dans les pages des contes de fées, en particulier dans l'histoire de Hansel et Gretel. Il était loin de se douter que cette histoire innocente planterait une graine dans son esprit, une graine qui se transformerait en une sombre obsession. À l'adolescence, la fascination d'Armin pour le cannibalisme s'intensifie. Il devient obsédé par l'idée de consommer de la chair humaine, un désir qu'il attribue à l'attrait tordu des contes de fées. Il se sentait profondément lié à l'histoire de Hansel et Gretel, dans laquelle une sorcière maléfique attire les enfants en leur promettant un festin. L'Internet devenant de plus en plus accessible, Armin Meiwes a trouvé une communauté d'individus partageant ses sombres désirs. Il a rejoint des forums et des salles de discussion en ligne où il pouvait discuter ouvertement de ses fantasmes cannibales. C'est dans ces espaces virtuels qu'il a fini par trouver un participant consentant. En mars 2001, Armin Meiwes a franchi une étape effrayante dans la réalisation de ses désirs les plus sombres. Il a publié une annonce en ligne à la recherche d'un volontaire prêt à être abattu et consommé. Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingénieur berlinois de 43 ans, a répondu à l'annonce. Les deux hommes se sont rencontrés au domicile de Meiwes, où ils ont enregistré leur rencontre sur une cassette vidéo. La vidéo montre Meiwes amputant le pénis de Brandes avec son accord, et les deux hommes tentant de le manger ensemble. Mais Brandes, affaibli par les somnifères et le sirop pour la toux qu'il avait ingéré auparavant, a trouvé sa propre chair trop dure et trop mâchue pour être consommée crue. Sans se décourager, Meiwes a décidé de faire frire le pénis dans une poêle, en y ajoutant du sel, du poivre, du vin et de l'ail pour en rehausser la saveur. Cependant, le pénis a été trop cuit et brûlé, ce qui l'a rendu immangeable. Ne voulant pas laisser ce macabre festin se terminer en eau de boudin, Meiwes a décidé de donner le pénis coupé en morceaux à son chien. La scène, enregistrée sur la vidéo glaçante, témoigne de l'horreur de la dépravation dans laquelle Meiwes s'est enfoncé. Après l'échec de la tentative de consommation du pénis, Meiwes a fait prendre un bain à Brandes. Il a laissé Brandes saigner dans la baignoire, avec des pertes de conscience intermittentes, pendant qu'il lisait un livre sur Star Trek. Finalement, Meiwes a pris la décision de mettre fin aux souffrances de Brand. Il s'est approché de la baignoire, couteau à la main, et a asséné un coup de couteau fatal à la gorge de Brand. Le corps sans vie a ensuite été suspendu à un crochet à viande, une démonstration obsédante des actes monstrueux de Meiwes. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. Au cours des 10 mois suivants, Meiwes a poursuivi ses actes de cannibalisme. Il a démembré le cadavre de Brandes, conservant les parties du corps dans son congélateur sous des cartons de pizza. Meiwes a consommé jusqu'à 20 kg de chair, se laissant aller à ses désirs grotesques. En décembre 2002, les autorités ont été alertées par de nouvelles annonces de victimes en ligne, qui les ont conduites jusqu'à la porte de Meiwes. Un étudiant, troublé par ces demandes inquiétantes, s'est senti obligé de signaler la situation. Meiwes était loin de se douter que ses sombres désirs étaient sur le point d'être révélés au monde entier. Les enquêteurs n'ont pas tardé à perquisitionner le domicile de Meiwes, dans l'espoir de découvrir la vérité qui se cache derrière ces publicités effrayantes. Ce qu'ils ont découvert dépasse l'entendement. Des parties de corps ont été trouvées, preuve des actes innommables qui ont eu lieu entre ces murs. Mais la découverte la plus effrayante est sans doute la cassette vidéo de 4 heures qui documente l'ensemble du calvaire. Le contenu macabre de la cassette suffit à faire frissonner les enquêteurs les plus endurcis. Armés des preuves dont elles avaient besoin, les autorités ont arrêté Armin Meiwes en décembre 2002. Le monde entier a suivi avec horreur le déroulement du procès d'Armin Meiwes, qui a révélé la profondeur de la dépravation humaine. Au cours du procès, Meiwes a été diagnostiqué avec une personnalité schizoïde, une condition qui a mis en lumière son psychisme perturbé. Cependant, malgré ce diagnostic, il a été jugé apte à être jugé. Le 30 janvier 2004, le verdict a été rendu. Meiwes a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 8 ans et 6 mois de prison.
La clémence de la peine et la fascination croissante pour l'affaire Mae West ont entraîné la tenue d'un nouveau procès en avril 2005. Les procureurs ont fait valoir que Mae West aurait dû être condamné pour meurtre, car ses actes étaient motivés par la satisfaction sexuelle. Ils ont cité la cassette vidéo comme preuve de son mobile. Le tribunal a accepté, estimant que le premier procès n'avait pas pris en compte l'importance de la vidéo pour réfuter l'argument selon lequel Mae West avait agi uniquement à la demande de Brandes. Le nouveau procès, qui s'est tenu en mai 2006, a rendu la justice que beaucoup attendaient. Mae West a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Cette sentence garantit que Mae West passera le reste de sa vie derrière les barreaux, une conséquence appropriée pour les horreurs inimaginables qu'il a infligées à ses victimes. C'est ainsi que s'achève notre voyage glaçant dans le monde sombre des cannibales qui ont fait face à la justice dans les salles d'audience. Du tristement célèbre Jeffrey Dahmer au monstre de Rothenburg, nous avons plongé dans les profondeurs de la dépravation humaine et avons été témoins des conséquences choquantes qui attendaient ces individus monstrueux. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.